Alors, entre théorie et pratique, effectivement, je vous avoue que quand on m'a appelé pour venir témoigner sur la partie coach, j'ai quand même hésité un petit moment, un tout petit moment, et puis je suis déjà intervenu pour un aspect de communication dans le cadre de ce bâtiment, et je trouve l'exercice intéressant simplement pour essayer de formaliser peut-être des attitudes qu'on a tous les jours, et puis des attitudes qu'on ne se rend plus compte que l'on a. Et je trouvais que ce travail de formalisation, surtout pour moi, dont le métier n'est pas forcément l'aspect RH, l'aspect coaching, est très intéressant et nous permet d'avoir un petit peu de recul par rapport à notre activité quotidienne. Alors, je vais reprendre un message qui pour moi est clé aujourd'hui dans le cadre du management et qui est un réel problème et qui est un problème, à mon avis, qui reflète un petit peu ce qui se passe dans la société. On parlait des générations X, génération Y. Je suis particulièrement sensible à ça, principalement à cause de mon métier, c'est-à-dire l'aspect communication, outils de communication. Et là, je m'adresse peut-être aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, y compris de la BCV et d'autres domaines. Je pense que les gens avec qui on travaille aujourd'hui ont énormément d'autres attentes que ce qu'il pouvait y avoir dans le passé, et que ça c'est dû avec les outils, mais que les outils ne sont qu'une représentation de ce qui se passe au niveau de la société. Et notamment aujourd'hui, lorsqu'on parle de chat, lorsqu'on parle de Facebook, lorsqu'on parle de SMS, etc., les gens avec qui on travaille, quels que soient les métiers, vont vouloir ces outils pour être efficaces. Et pour moi, ça a un impact, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise, c'est la même chose pour la communication, elle regarde vers le bas et elle pense ou elle a une exigence vis-à-vis d'une équipe, c'est-à-dire vis-à-vis d'un collectif. Je prenais l'exemple de la communication. Quand vous pensez une communication en tant que dirigeant d'entreprise, vous le pensez pour toute l'entreprise. Et le problème que l'on a aujourd'hui, ou la difficulté, ou le défi, je pense que c'est plus un défi qu'un problème, c'est que les attentes du collaborateur, elles, sont individuelles. Si je reprends l'exemple de la communication, vous pouvez penser pendant des mois avec des spécialistes de la communication, surtout en situation de crise, un message, la personne qui reçoit le message, elle va le recevoir individuellement, avec son état d'esprit du moment, avec ses problèmes actuels, etc. Et donc, elle va regarder de manière individuelle l'attente de l'entreprise. Et au milieu, ô magie, le manager. C'est lui qui doit faire le filtre pour moi. Donc là, on parle de... Je vais essayer de prendre une ou deux images. C'est vrai qu'aujourd'hui, on demande au manager non seulement de faire descendre l'information, donc avant, la vérité venait d'en haut. Je le vis encore aujourd'hui des fois. C'est même frustrant des fois, c'est qu'une certaine partie ou certains de mes collaborateurs, la vérité vient d'en haut. Donc dis-moi la vérité, je suivrai la vérité. Donc là, on est plus dans ce qu'on disait tout à l'heure sur peut-être une autre approche de l'entreprise. Mais de plus en plus, on attend que les collaborateurs, que les gens avec qui on travaille nous remontent des informations. Donc ce travail du coach, pour moi, de plus en plus se déplace d'un spécialiste. Je pense qu'on le vit tous dans les entreprises. Souvent, les managers ou nos managers, au sens large du terme, sont plutôt des gens qui viennent d'un métier technique. Je peux en parler en état de cause dans l'informatique. Et c'est des gens qui maîtrisaient mieux la technique que les autres. Que ce soit la compta, que ce soit d'autres domaines, et puis ils sont devenus chefs, parce qu'ils étaient des meilleurs spécialistes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce modèle n'est tout simplement plus possible, et d'autres compétences sont nécessaires, ou sont, à mon avis, indispensables aujourd'hui au niveau du coach. Et là, j'ai essayé de mettre pour moi les trois grands défis qu'il y a, et j'ai fait exprès, j'y reviendrai un petit peu après, il n'y a aucune compétence technique. Je pense qu'on doit oser, décider et communiquer. Plus difficile peut-être, c'est oser, faire confiance, ne pas savoir. Je suis dans un métier, je ne sais pas s'il y a des étudiants ici en bachelor ou en master en informatique. Je suis dans un métier où je prends n'importe quel étudiant qui sort sur certains sujets, il sera plus compétent que moi. Alors ça me pose déjà un problème en tant que directeur informatique. Je ne peux pas engager quelqu'un qui est plus compétent que moi. Enfin, le problème, c'est que je dois. Mais donc, on est vraiment sur cet aspect de...
on ne peut plus tout maîtriser. Si cet élément technique devient le fait que je suis un manager, je peux arrêter tout de suite et puis changer de travail et partir ailleurs, je ne peux plus être dans mon rôle de manager. Donc là, on doit oser faire confiance, on doit oser valoriser, on doit oser ne pas savoir. Et je pense que c'est quelque chose de clé aujourd'hui. Là aussi, dans l'expérience managériale, je pense qu'il y a deux étapes. Il y a lorsqu'on dirige une équipe en direct, et puis lorsqu'on commence à avoir une échelle de management entre l'équipe et nous. Et cet élément-là nous oblige à faire confiance, à oser déléguer, à laisser la place aux erreurs, y compris les siennes, et puis à développer les gens. La seule possibilité que vous avez que votre collectif s'améliore, c'est que les gens, de manière individuelle, se développent. Décider, je vous avoue que je pense à un mal endémique du management actuel. On n'ose pas décider. Ça nécessite d'abord du courage. Et là, c'est peut-être un domaine où c'est, je dirais, un peu différent du coaching, ou en tout cas un aspect du manager-coach qui diffère peut-être un petit peu, c'est qu'il faut avoir le courage de se rendre compte qu'il y a peut-être des personnes qui vont faire que le collectif ne va pas bien fonctionner. Je pense aussi qu'il est très important de définir les objectifs communs et le cadre d'autonomie. Il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer, et ces éléments-là sont clés également. J'y reviendrai un petit peu avec les outils. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut manager sans la communication. Sur mes 2 dernières expériences professionnelles, j'ai vécu des situations de crise par rapport au marché, donc pas forcément en interne. Et ce que j'en retire personnellement par rapport à ça, de nouveau, c'est on réagit tous la même chose, c'est-à-dire avec notre nombril, et par rapport à nos propres peurs. Et le pire qu'il y a, c'est de ne pas de savoir, y compris quand ça va mal. Au moins, si on sait, on peut se retourner, on peut faire notre deuil, etc. Donc, communiquer, pour moi, ça veut dire donner du sens. Si les gens ne savent pas pourquoi ils travaillent, vers quoi, pour qui, c'est impossible. C'est s'impliquer. Je leur dis, la communication, penser pour un collectif, la seule possibilité de communiquer après en tête-à-tête, c'est de s'impliquer. C'est de connaître les gens, c'est d'aller discuter avec eux, c'est de profiter de la pause café, etc. Et puis connaître son environnement, je mettrai quand même une petite touche technique. Je pense qu'il est difficile de communiquer, de décider et d'oser si on n'a pas un minimum de compétences dans son domaine professionnel. Donc ça, c'était quand même juste pour dire que je connaissais un petit peu l'informatique. J'espère aussi. J'adore ce mot anglais, donc vous m'excusez, j'ai essayé de ne pas trop mettre d'anglicisme, bon informaticien que je suis. Donc de soft skills. Et je vous ai mis un article, alors je ne savais pas si les présentations, il y a le lien qui est en fond de page. C'est extrêmement amusant, c'est un article qui est sorti en Inde par rapport à comment faut-il vendre les compétences indiennes à l'étranger. Étant entendu que dans notre métier, l'Inde est un fort centre de développement ou d'offshoring ou de nearshoring, et tout est axé sur les soft skills. Donc l'entier de l'article, c'est comment se comporter en Europe, aux États-Unis, etc. Et l'aspect technique est totalement occulté. Alors, pour moi, c'est significatif de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ces compétences douces sont clés dans le management et dans la réussite du domaine professionnel, et je le pense réellement. Personnellement, j'ai essayé de sortir 3 outils, ou 3 grands outils, que j'emploie maintenant presque de manière systématique lorsqu'il m'est arrivé de changer de travail. La première chose que je fais lors du premier entretien avec mes équipes, je fixe les règles du jeu et notamment mes valeurs. J'ai affiché 2 valeurs avec lesquelles je ne transigerai jamais, c'est le travail en équipe et c'est le respect. Point. Les choses sont claires, je peux me référer à ça sur les éléments quand c'est plus difficile, etc. Mais ces éléments-là, pour moi, sont clairs. On doit fixer ce que nous, on attend de l'équipe, et c'est le premier outil que j'emploie. Deuxième élément qui me paraît clair également, c'est définir les objectifs communs, et ça fait partie du travail, à mon avis, du manager. C'est définir une stratégie, on revient tout à l'heure, les objectifs, etc. Alors, il y a toute une série d'outils. Et moi, je trouve qu'imager une stratégie est clé également. Il y a des choses toutes bêtes là-dessus. Je vous donne un exemple. Actuellement, la stratégie informatique
chose éminemment facile à communiquer, à vendre, à expliquer, notamment à un comité de direction. Donc maintenant, l'image qui a été retenue, c'est le tabouret à 3 pieds. Donc si un jour vous entendez parler de la stratégie Otella, on vous dira « Ah oui, c'est la stratégie du tabouret à 3 pieds », qui en fait image simplement, et c'est fou comme en quelques mois, tout le monde s'est approprié cette image et dit « Ben voilà, on bosse pour le tabouret à 3 pieds ». Comme ça paraît, c'est vrai que c'est... Dans les objectifs communs, je pense qu'il est également important, surtout sur des choses qui sont stratégiques, c'est impossible d'être tout droit, c'est impossible peut-être d'atteindre l'objectif à terme de manière absolue, de valoriser les objectifs intermédiaires. Alors ça, c'est des choses toutes bêtes. Pour ceux qui font de la montagne, si l'objectif c'est de faire le sommet, on est souvent frustré, donc il est peut-être intéressant de se fixer d'autres objectifs et puis plutôt la manière dont on va atteindre le sommet. Puis le dernier point, je pense qu'on doit gérer le changement, c'est quelque chose qu'on doit accompagner. Je reviens sur la communication, je reviens sur l'implication personnelle, et puis ce qui est clé également pour moi dans le changement, c'est développer les gens. De nouveau, je fais partie d'un métier, en 10 ans, on est obsolète sur le marché. Donc, beaucoup de gens, et je le vis de nouveau aujourd'hui, ils sont uniquement utilisables ou employables, on parle d'employabilité, dans notre entreprise, chez Otella. C'est la mort. Et ça, je pense que c'est notre job de développer les employés, quitte à ce que j'ai notamment certains jeunes dans mes équipes qui, j'espère, vont me dépasser. Mais tant mieux, si on n'arrive pas à les nourrir en interne, ils iront à l'externe. Je pense qu'on gagnera de développer les gens, et je finirai là-dessus. Je pense qu'il y a un outil qui est sous-estimé, et ça me permettra de faire la transition avec la partie RH, mais on parle d'entretien, d'évolution. Alors, je préfère nettement ce terme à entretien d'évaluation, personnellement. Alors là, à mon avis, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, mais je pense que cet outil est très, très important, sous-estimé, mal utilisé, même si on a tous les processus en interne qui ont été mis en place, dans le sens où je ne suis pas persuadé que c'est utilisé à bon escient. Donc, à titre personnel, je ne peux que pousser à utiliser cet entretien d'évolution comme outil pour gérer le changement et gérer l'évolution des équipes, et de le faire régulièrement. Et ça me permet de faire la transition avec la partie RH. Je vous remercie.